Alors, champ E, champ B, on a vu, donc on a vu le champ créé par une charge, U sur 4pi epsilon 0, R2, UR, le potentiel associé, U sur 4pi epsilon 0, R, avec E qui vaut donc moins gradient de V. J'ai pas parlé de l'énergie, là, hier, je crois. E dérive du potentiel V. Du coup, la force que subit une particule, QE, eh bien, c'est Q moins gradient de V, donc moins gradient de QV. Et donc, vous voyez que la force dérive d'une énergie potentielle qui vaut QV. De manière générale, quand une force dérive d'un potentiel, on a F qui vaut moins gradient de l'énergie potentielle. Et donc on lit sur cette relation-là que, en fait, l'énergie potentielle d'une charge, alors je vais écrire clairement, l'énergie potentielle d'une charge Q dans un potentiel électrostatique V, c'est QV. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie potentielle d'une charge dans un potentiel V créé par ailleurs. C'est-à-dire vous avez un endroit, enfin vous êtes dans l'espace, il règne un certain champ, c'est-à-dire en chaque point de l'espace opéré par le vecteur position R, on a un champ électrique E. À ce champ électrostatique, je suis toujours en statique, à ce champ électrostatique est associé un potentiel V de R. Et le fait qu'une charge soit présente dans ce potentiel est associé à une énergie potentielle, QV, de même que le fait que vous ayez une masse dans un champ de pesanteur. Si vous avez une masse M dans un champ de pesanteur, enfin, dans un champ gravitationnel, donc, G, ça vous donne une énergie potentielle mgz, oui, enfin bon, bref, si G est constant, bon, ok, oubliez ça, c'est pas grave. Enfin, ok, vous avez une masse dans un certain champ de pesanteur, ça vous fait, en fait, si vous écrivez le potentiel gravitationnel, ça va faire la masse fois le potentiel gravitationnel, ça va être ça l'énergie potentielle. Mais de la même façon, une charge Q dans un potentiel électrostatique V, ça vous donne une énergie potentielle. Mais alors faites attention, on pourrait se poser la question, quelle est l'énergie d'une charge dans le champ qu'elle-même produit? Parce qu'une charge Q produit un champ E partout dans l'univers, alors un champ radial, celui-là. Alors les lignes de champ sont radiales, le champ est dirigé vers l'extérieur si Q est positif. Si Q est négatif, ça va être l'inverse. Hein. Mais dans tous les cas, c'est radial. C'est porté par le vecteur UR en partant de la charge. De même, une charge crée un potentiel dans tout l'espace. Et du coup, la charge est située au sein du potentiel qu'elle-même crée. Alors, que vaut l'énergie de la charge dans son propre potentiel? Il suffit de regarder. QV, donc c'est Q fois V au point où elle se trouve. Mais au point où elle se trouve, le potentiel tend vers l'infini. R tend vers 0. Enfin, c'est 0, donc le potentiel, en fait, n'est pas vraiment défini au point Q. C'est-à-dire, si vous tracez cette loi ici, le potentiel en fonction de R autour d'une charge, bah, soit la charge est positive et vous avez ça, soit la charge est négative et vous avez ça. En tout cas, le potentiel diverge sur la charge. Donc, cette formule-là, vous ne pouvez pas l'appliquer au champ
au potentiel créé par la charge elle-même. Ça, ce serait ce qu'on appelle la self-énergie, l'énergie d'auto-interaction de la particule avec elle-même. Alors ça pose un problème évidemment parce que donc le potentiel diverge, va à l'infini. Ça veut dire que, alors c'est un problème fondamental de la physique, le fait qu'il y ait des charges ponctuelles, vous voyez, pose un problème fondamental de divergence ici. Alors on le résout en disant une particule n'interagit pas avec elle-même. Il n'y a pas d'énergie du fait que la particule soit dans son propre champ, de toute façon il ne pourrait pas en être autrement. Donc cette énergie, si vous voulez, elle est infinie. Mais elle ne variera pas de toute façon. Il y a une charge qu'elle est là. Donc comment on construit une charge à partir d'autre chose? Ça, c'est des questions fondamentales qui ne vont pas nous préoccuper ici. Donc juste retenez que ça, c'est l'énergie d'une charge dans un potentiel V, mais il ne faut pas prendre en compte le potentiel créé par la charge elle-même. Ce serait une auto-interaction. De même d'ailleurs, chaque charge crée un champ E. Quelle est la force subie par la charge dans son propre champ? F égale QE, sauf que là où se trouve la charge, R vaut 0, et donc c'est pareil, le champ il est infini, donc la force serait infinie, mais elle serait infinie, mais dans quelle direction en fait? Parce que UR n'est plus défini. Ça tend vers 0, mais UR, si vous êtes UR en ce point-là, ça va par là, UR en ce point-là, ça va par là, mais ici, par symétrie, c'est pas défini. Donc, de la même façon, une charge ne réagit pas au champ qu'elle crée elle-même. Par symétrie, elle pourrait aller nulle part. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Même si formellement, on a l'impression que le champ E tend vers l'infini. Oui, mais dans quelle direction? Donc il y a un problème sur la charge. Tiens, j'en profite pour vous indiquer que... Alors, on définit les lignes de champ comme pour les lignes de courant en hydrodynamique. Les lignes de champ... lignes de champ électrique, sont les lignes qui, en tout point, elles sont tangentes au champ. Donc là, en l'occurrence, le champ créé par une charge, Q, les lignes de champ sont simplement radiales. Alors, à nouveau, je les oriente vers l'extérieur si la charge Q est positive. Si la charge Q est négative, elles sont orientées vers la charge. Donc les lignes de champ partent des charges positives et arrivent aux charges négatives. Si vous avez un système de deux charges, plus Q ici et moins Q ici, alors au voisinage de cette charge, disons, ça va faire quelque chose comme ça. Au voisinage de cette charge, ça fait quelque chose comme ça. Quand le champ créé par cette charge domine, on a quasiment la structure radiale, on peut négliger l'autre. Quand on est très proche, quand le R ici associé à cette charge est très petit, le champ est très grand, on peut négliger l'autre. Donc voilà la structure du champ au voisinage des charges. Là, vous avez des lignes de champ qui partent, là qui arrivent. Et donc, grosso modo, alors il faudrait le résoudre précisément, ce qui ne pose pas de problème particulier. Voilà, si vous ajoutez le champ créé par cette charge et le champ créé par cette charge, vous obtenez quelque chose comme ça. Vous obtenez des lignes de champ qui vont faire quelque chose comme ça. D'accord? Vous voyez un peu l'idée? Puis vous avez une ligne ici extrême qui délimite celles qui reviennent par au-dessus, celles qui reviennent par en dessous. Disons qu'elle va à l'infini, puis après, elle revient de l'infini. Là. Donc vous avez une structure comme ça de dipôles. On va revenir sur les dipôles après. Si vous avez une charge plus, une charge moins, vous avez une structure des lignes de champ comme ceci. Donc tracer les lignes de champ, ça permet de se représenter la forme du champ, comment le champ se distribue dans l'espace. Ça doit vous rappeler des choses que vous connaissez avec les aimants quand vous avez dû faire des expériences avec la limaille de fer pour tracer les lignes de champ autour d'un aimant. Vous avez un aimant nord-sud, puis vous avez des lignes de champ, pareil, qui ont une forme un peu comme ça. D'accord ? Qui est un champ dipolaire, en tout cas à grande échelle. On y reviendra aussi. Donc, les lignes de champ partent des charges plus et arrivent aux charges moins. Donc ça, c'est les lignes de champ. Et puis, il y a les surfaces équipotentielles.
par définition, ce sont les surfaces où V est constante, comme des courbes de niveau dans un paysage. C'est l'ensemble des points qui se trouvent à la même altitude. Bon, ben là, ce qu'on appelle les surfaces équipotentielles, c'est l'ensemble des points de l'espace qui ont le même potentiel. Alors, vous avez un potentiel... alors, si vous n'avez qu'une charge, on va commencer par juste une charge. Si vous n'avez qu'une charge, eh bien, les points qui ont le même potentiel sont les points qui ont le même R. Donc, en fait, ce sont des sphères autour de la charge. Alors, dans le plan, ça fait des cercles. Voilà les lignes équipotentielles. Ça, c'est les lignes de champ, pardon, les surfaces équipotentielles. La Q est positive ici. Donc, les surfaces équipotentielles sont simplement des sphères. Si vous avez une distribution de charge plus compliquée et donc des lignes de champ plus compliquées, vous pouvez toujours vous poser la question, par exemple, en ce point-là, j'ai un certain potentiel. Où sont tous les points qui ont le même potentiel que ce point-là? Alors, si vous êtes près de la charge, ça va être quelque chose comme ça, et là aussi, mais ça va se déformer. Et par exemple, bon. En voilà un plan équipotentiel. Mais alors, ce qu'on va démontrer tout de suite en 15 secondes, c'est que les surfaces équipotentielles sont orthogonales aux lignes de champ, en chaque point. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous allez démontrer ça? On a déjà vu ce genre de raisonnement. Quand on a justement travaillé sur l'énergie potentielle, on a dit que les surfaces énergie potentielle, on a aussi appelé surfaces équipotentielles, étaient orthogonales aux lignes de force. Alors c'est exactement la même chose. Donc, les surfaces équipotentielles sont orthogonales aux lignes de champ. Ça, c'est un théorème. Enfin, c'est un théorème qui se démontre en deux lignes, qui est très important. Ça vous permet d'avoir une idée. Soit on vous donne les surfaces équipotentielles et vous voyez tout de suite les lignes de champ, ce sont les lignes qui sont orthogonales à ces surfaces, soit on vous donne les lignes de champ et les surfaces équipotentielles sont orthogonales. Alors pourquoi ceci est vrai? Tout est au tableau. En fait, tout est là. Le gradient, c'est défini comme le vecteur qui serait tangent à dr. Alors, à la dérivée de... Quelle est la définition du gradient, effectivement? La définition du gradient, si vous avez une fonction f, enfin un champ scalaire f, par définition, le gradient de f, c'est le vecteur tel que si on fait produit vectoriel avec dl, avec un petit déplacement, ou dr si vous voulez, ça vous fait df. Le gradient, c'est la dérivée par rapport à l'espace, mais à 3D. Ça, c'est la, voilà. Ça, c'est la, donc, on est d'accord, c'est la définition du gradient. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est absolument capital. C'est la définition du gradient. Donc, effectivement, là, si on prend comme champ scalaire le potentiel électrostatique, eh bien, on voit que gradient de V scalaire le déplacement est égal à dV. Donc, si on se déplace le long d'une surface équipotentielle, par définition, dV égale 0. D'accord ? Donc, le long d'une équipotentielle, dV égale 0. Par conséquent, grade de V scalaire dr égale 0.
Donc le long d'une équipotentielle, quel que soit le dr dans l'équipotentielle, grade de V scalaire dr égale 0. Par conséquent, grade de V est orthogonal à tous les petits dr le long de l'équipotentielle. Grade de V est orthogonal à tous les dr appartenant à l'équipotentielle. Or, grade de V, c'est moins E, donc E est orthogonal à tous les déplacements le long de l'équipotentielle. Et donc, le champ E en chaque point est orthogonal à l'équipotentielle en ce point-là. Ok ? Donc c'est vraiment la définition du gradient qui fait que les surfaces équipotentielles sont orthogonales aux lignes de champ. Et donc c'est complètement général. Dès lors que E dérive d'un potentiel, donc on est en électrostatique, c'est toujours le cas, alors les lignes de champ sont orthogonales aux surfaces équipotentielles. Par conséquent, effectivement, ici, si vous avez donc les lignes de champ là, qui sont toutes par symétrie, par antisymétrie, qui sont toutes ici, qui croisent le plan médian horizontalement, enfin orthogonalement, du coup ça, le plan médian est une surface équipotentielle. C'est d'ailleurs un équipotentiel nul. Parce que tout point ici médian, enfin dans le plan médian, est à la même distance de là et de là. Donc en norme, ça va être le même potentiel, mais un avec la charge plus Q et l'autre avec la charge moins Q. Donc en fait, c'est l'équipotentiel nul en l'occurrence. Enfin, sachant que le potentiel est défini à une constante près, mais bon, si on prend un potentiel nul à l'infini, c'est ce qu'on fait en général. Hein. On peut rajouter n'importe quelle constante ici, mais d'abord, c'est plus agréable d'avoir une expression comme ça que plus un V quelconque. On a le choix de ce V-là, on le prend de telle façon que V soit nul à l'infini. C'est une convention générale, c'est pas obligatoire. Mais enfin. Donc si on fait cette convention, alors le potentiel au centre vaut, dans le plan médian vaut 0. Ok ? Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors, on a calculé hier le champ créé par un plan infini uniformément chargé. Et on a trouvé, donc si sigma est la densité de charge, on a trouvé que E vaut au-dessus du plan, si on a UZ comme ça, sigma sur 2 epsilon 0 UZ, et en dessous du plan, moins sigma sur 2 epsilon 0 UZ. Donc, évidemment, si sigma est positif, alors le champ est comme ceci, et puis pareil dessous. Si sigma est négatif, c'est-à-dire si c'est des charges négatives qui sont réparties à la surface du plan, comme par exemple des électrons à la surface d'un conducteur, alors le champ sera dans l'autre sens. Hein, d'accord ? Mais dans tous les cas, on aura une symétrie du champ, simplement parce que la distribution de charge est symétrique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on appelle le principe de Curie, qui dit que les effets ont les mêmes symétries que les causes. On va y revenir. Donc on a fait ce premier calcul. Je voudrais faire un calcul similaire dans une situation simple pour le champ magnétique. En fait, on va calculer le champ magnétique créé par un courant. On va prendre le plus simple des courants, on va prendre un courant qui passe dans un fil rectiligne infini. On va calculer le champ magnétique associé à ça. Alors, le champ magnétique, donc je réécris l'expression. Le champ magnétique créé par une distribution de courant linéique, ça nous fait mu0 sur 4pi I dl, donc un petit élément de courant
s'il y a le courant I qui passe dans un fil, chaque petit élément dl le long de ce circuit contribue cet élément de champ où U est le vecteur qui part du point qu'on considère et qui va jusqu'au point M. Alors c'est ce qu'on avait écrit, appelé, enfin c'est UPM, et donc on peut le réécrire comme ça sur PM cube. Donc c'est pareil, c'est du 1 sur R2, et vous avez ce champ. Donc ça c'est, et puis on avait le potentiel vecteur dont B dérive à travers le rotationnel. OK. Alors, calculons le plus simple des champs, le champ créé par un fil infini. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là, c'est pas mal. Donc, c'est un exercice classique. Fil infini, rectiligne. Parcouru par un courant quanti. Question, que vaut le champ partout dans l'espace? Ça, c'est Ørsted qui avait remarqué le premier qu'un courant continu produisait un champ magnétique. Il suffit de mettre une boussole ici. Vous allez voir que la boussole s'oriente le long, suivant les lignes de champ. Alors, on va voir que ces lignes de champ sont en fait des cercles autour du fil, mais on va le démontrer. Et si vous inversez le sens du courant, hop, la boussole fait demi-tour, ça va dans l'autre sens. Parce que ça va inverser la direction du champ. Alors allons-y, on voudrait connaître le champ à n'importe quel point de l'espace, donc on va en prendre un, ici, M, situé à une distance petit r du fil. Je vais appeler H ici son projeté orthogonal. D'accord. Et je vais appliquer la loi de Biot et Savart pour déterminer le champ B au point M. Donc je vais prendre un petit élément dl du fil. Et puis je vais calculer sa contribution au champ, et puis je vais faire la somme pour tous les dl sur tout le fil. Pas de difficulté particulière. Alors, on va introduire des quantités intéressantes. Alors, je vais repérer ce dl par un angle θ ici, voilà, par exemple. Et puis, du coup, je sommerai... ouais. Putain, dans l'autre sens, c'est pas génial. Bon. Okay. Je vais prendre le sens plus par là. Et donc, θ va aller de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, puis je vais intégrer. Alors, la contribution de ce petit dl là, qu'est-ce qu'elle vaut? Alors, je vais appeler ça dB. On fera la somme des dB. Alors, dB, bon, déjà, il y a mu0 i sur 4pi, ça, c'est pas compliqué. Et puis, il y a dl vectoriel pm sur pm cube. Alors, dl, si j'appelle ça z, ça va être dz uz. Vectoriel PM, P et ce point-là, on est d'accord? Donc, PM sur PM cube, alors, ok, je vais l'écrire vectoriel UPM divisé par la norme de PM au carré. Et UPM, c'est ce vecteur-là, d'accord? C'est le vecteur unitaire qui joint P à M. Yes? Alors, que vaut UZ vectoriel UPM? Alors, UZ vectoriel UPM, en fait, UPM, je peux même l'écrire
d'accord que PM, c'est PH plus HM. Donc en fait, ouais, ok. Je vais faire comme ça va être plus facile. Je vais laisser PM ici, donc PH plus HM. Okay. Vous allez voir pourquoi c'est juste pour que vous voyez mieux. Le point étant ici que PM est parallèle à UZ. Pardon, que PH est parallèle à UZ. Donc ce premier terme là, il vaut 0. D'accord? Donc il va rester mu0i sur 4pi dz. Alors HM, c'est, je peux appeler ça UR, en coordonnées cylindriques le long autour du fil. Donc j'ai UZ vectoriel UR, HM, bah, c'est HM. La norme de HM divisée par la norme de PM au cube. OK? Et ça, UZ vectoriel UR, ça fait Uθ. Très bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à exprimer... Alors, soit on exprime tout en fonction de z et on somme de z égale moins l'infini à plus l'infini. Mais si on fait ça, on va tomber sur l'intégrale où il faudra faire un changement de variable pour passer directement sur la variable θ. Donc on va passer directement à la variable θ. On va tout exprimer. dz en fonction de θ, enfin de dθ. Hm, bah, Hm c'est simplement petit r. Et puis PM, la norme de PM, bah, c'est R sur cos θ, comme on a vu hier. C'est un peu le même type de calcul. Donc je reprends ici. dB égale, alors mu0 i sur 4pi. Alors le dz, ça va être comme hier aussi. On a z en fait qui n'est rien d'autre que r tangente θ. D'accord? Z c'est la hauteur du point. C'est l'abscisse du point P là. D'accord? Donc z c'est r tangente θ. Donc dr c'est r. Vous vous rappelez d'hier, enfin ou l'avant-hier, je sais plus. Dérivée de la tangente. Voilà, sur cos carré θ dθ. Donc dz ça vaut ça, je le remplace. Donc j'ai r dθ sur cos carré θ, uθ, ok. Et ensuite j'ai hm, on a dit que c'était petit r. Divisé par, alors, PM, la norme de PM, c'est donc R sur cos θ, et tout ça est au cube. R sur cos θ au cube. Voilà la contribution au champ B du petit élément de circuit, de la petite longueur de circuit dl, située à la hauteur z. Bon, bah, donc ça fait mu0 i. J'ai r carré en haut, r cube en bas. Donc 1 sur r, toujours le 4pi. Et puis j'ai cos carré en bas, mais j'ai cos cube en haut. Donc ça fait cos θ dθ. Et le tout suivant uθ. Donc voilà ce que vaut dB. Et par conséquent, le champ B total, c'est la somme des dB de θ égale moins pi sur 2 à plus pi sur 2.
Donc ça fait mu0i sur 4 pi r. Pardon, plus sin θ, oui, c'est ça, entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, pi θ, et ça fait 2. Donc finalement, B égale mu0i sur 2 pi r, pi θ. Voilà, on a calculé le champ B partout dans l'espace en fait. Donc le champ B décroît en 1 sur R et pas en 1 sur R2, hein, parce que comme le fil est infini, plus on s'éloigne, plus chaque petite contribution, petit élément de fil contribue en 1 sur R2, mais on en voit de plus en plus linéairement, et donc ça ne décroît qu'en 1 sur R. Donc ça, c'est un résultat très important qu'il faut connaître par cœur, mais qui se retrouve en 2 secondes une fois qu'on connaît le théorème d'Ampère, qu'on va introduire tout de suite, ou dans quelques minutes. Voilà, donc ça diverge sur le champ, sur le fil. Plus on se rapproche du fil, plus le champ est intense. Alors si on s'approchait vraiment du fil, on pourrait plus, une fois qu'on est tellement très près du fil, on ne peut plus considérer que le fil est juste une ligne. Il faudrait considérer à ce moment-là qu'en fait, il y a un certain volume. Donc le calcul est valable tant qu'on peut considérer que c'est parfaitement linéaire, donc jusqu'à ce qu'on soit près du fil, mais grand devant la taille du fil elle-même. Bon, vous avez des questions là-dessus? Non? C'est bon? Alors, on va démontrer, ou presque démontrer, 2 résultats importants sur le champ B à partir de cette relation. Donc, on a vu qu'un fil infini crée ce champ-là. On va commencer par calculer le flux de B à travers une surface fermée. Et puis, bon, on fera le théorème de Gauss après, avec le flux de E. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le flux d'un champ de vecteurs à travers une surface? Pas tous, apparemment. Alors, flux d'un champ vectoriel à travers et on va prendre le champ sortant, flux sortant. Ou bien flux d'un champ vectoriel sortant d'une surface fermée. Donc voilà une surface, sigma. Et supposons qu'on ait un champ vectoriel, c'est-à-dire une certaine grandeur physique vectorielle définie en tout point de l'espace. Par exemple, le champ B, ou le champ E, ou le champ A. A comme un vecteur. N'importe quel vecteur. Donc en chaque point R, ici il y a un certain champ, ici il y a un certain champ, A de R', A de R seconde. Bon, en chaque point, vous avez un champ. Voilà, c'est un champ vectoriel. Alors on définit, c'est une définition, le flux de A à travers la surface sigma, je le note comme ça, c'est pas forcément très normalisé, souvent on appelle phi effectivement les flux, enfin phi comme flux. Par définition, c'est l'intégrale sur toute la surface de A
scalaire ds. En chaque point de la surface, vous prenez le petit élément de le vecteur surface ds. Alors je vous rappelle, hein, un vecteur surface, ça a pour norme la surface, pour direction la perpendiculaire à la surface, localement. Alors la surface globale peut être courbée, mais localement c'est toujours plan. Hein, donc si vous prenez une petite surface élémentaire ds autour d'un point, eh bien vous pouvez définir la normale. Donc le vecteur ds, c'est le vecteur qui est porté par la normale et qui a pour norme le petit élément de surface en question. Alors évidemment, ça vous donne la direction. Le sens, ça peut être soit dans un côté, soit d'un côté, soit de l'autre. Et donc, quand on prend le flux sortant de la surface, on oriente le vecteur vers l'extérieur de la surface. Comme c'est une surface fermée, il y a un intérieur et un extérieur. Eh bien, on prend le côté extérieur. Donc ds sortant ici. Je ne l'écrirai pas à chaque fois, mais par définition, le flux du champ de vecteur A sortant d'une surface, c'est ça. Donc en chaque point de la surface, A il vaut quelque chose, par exemple ça, ici au point M. Et donc vous faites 1 à scalaire ds, alors c'est-à-dire c'est la norme de A fois la norme de ds fois le cosinus de l'angle entre les deux. Soit ils sont alignés, soit ils ne le sont pas, soit ça peut être négatif aussi. Hein. A peut être vers l'intérieur et ds vers l'extérieur, soit. En tout cas, vous pouvez toujours former cette quantité et vous faites la somme de tout ça sur toute la surface. Alors vous pourriez vous demander, mais pourquoi on fait ça? Alors il se trouve que c'est très utile parce que, en fait, on peut écrire des propriétés générales concernant le flux sortant du vecteur B, du champ magnétique, à travers n'importe quelle surface. Et pareil pour le vecteur E, le flux sortant du vecteur E à travers n'importe quelle surface s'exprime de façon très simple. Et ça peut être exploité pour déterminer tout un tas de choses qu'on va voir progressivement. Alors commençons, puisqu'on y est, par le champ B. Et commençons donc par le cas de notre fil infini parcouru par un courant I, fil rectiligne. On a B qui vaut ça. Et alors, je prends une surface fermée quelconque, sigma. Et je vais essayer de calculer le flux de B du champ magnétique à travers la surface sigma. Par définition, ça va être la somme sur toute la surface sigma de B scalaire ds, ok, ds sortant. Et comme B je l'ai ici, ça va être mu0 I sur 2 pi R U θ scalaire ds et la somme sur tout. Et là, alors c'est très simple, alors sauf représenter en 3D, c'est jamais facile. Donc les lignes de champ, on le voit, hein, les lignes de champ sont les lignes qui sont tangentes à B en chaque point. Donc les lignes de champ sont des cercles autour du fil. Voilà les lignes de champ. Comme B est suivant Uθ, vous partez d'un point, et la ligne de champ qui passe par ce point-là, elle est tangente à Uθ, donc en fait, elle est orthogonale au rayon à chaque endroit, donc ça décrit un cercle. Si vous partez d'un point, n'importe lequel, celui-là, et vous suivez le champ, ça va vous tracer un cercle. Les lignes de champ sont des cercles autour du fil. Une espèce de symétrie. Enfin, normal, hein, il y a une symétrie de révolution en fait. Ça peut difficilement être autrement. Donc maintenant, considérons pour la surface S, je vais considérer un petit tube de champ qui vient intercepter ici, voilà, qui rentre dans la surface ici. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Donc je prends cette petite surface-là. Je dois faire la somme de cette quantité-là sur toute la surface.
Et je vais découper la surface globale en prenant, je prends une petite surface et je regarde le tube de champ qui rentre là-dedans. Et forcément, ce tube de champ, il ressort quelque part de l'autre côté. D'accord? Et donc, alors c'est le même champ si on est à la même distance, si on se déplace sur un cercle autour du fil. Le champ ne dépend que de R. C'est le même champ qui fait juste le tourner. Donc, c'est le même champ qui rentre et qui sort. Et c'est la même surface ici. Puisque je prends un tube et puis je ressors de l'autre côté. Sauf qu'un coup, le champ est orienté vers l'intérieur et un coup, il est orienté vers l'extérieur. Donc quand je fais le produit scalaire avec ds, un coup ça va être positif, un coup ça va être négatif. D'accord? Et par conséquent, si je prends ces petites surfaces 2 à 2, je vais peut-être faire celui-là en bleu. Alors si I est positif par là, le champ, il tourne comme ceci. Donc ici, le U scalaire ds, il va être négatif, puisque ds est orienté vers l'extérieur et le champ B vers l'intérieur. Donc là, ça va être négatif, mais là, à la sortie, B est orienté dans le même sens que la surface sortante. Et à ce moment-là, ça va être positif. Mais en ce qui concerne la norme, ça va être la même. Parce que, alors, la surface n'a pas forcément la même orientation à l'entrée et à la sortie. Mais projeté sur Uθ, vous ne prenez que la section orthogonale au tube, au tore, qui est balayé ici par le tube de champ, enfin, qui représente le tube de champ. Et donc, le produit scalaire va vous donner exactement la section orthogonale. Et cette section orthogonale, c'est la section du tube. Donc, c'est la même ici et là. Parce que je me suis déplacé sur des cercles. Donc, je prends un tube, je rentre et je sors. Eh bien, à l'entrée, cette grandeur vaut la même chose qu'à la sortie, au signe près. Dans un coup, à l'entrée, on a un signe moins, à la sortie, on a un signe plus. Donc, 2 à 2, la somme du flux à travers cette surface, la somme du flux sortant à travers cette surface, c'est-à-dire entrant en l'occurrence, donc moins le flux entrant, pardon. La somme du flux sortant à travers cette surface et du flux sortant à travers celle-là, ça fait 0. Et ceci va être vrai pour un autre élément de surface ici. Vous allez avoir voilà, le tube qui rentre là, puis qui sort, je ne sais pas où c'est derrière. Là. Et ce qui rentre là, ça va être égal à ce qui sort là. Donc la somme de ce qui sort, ça va être 0. Donc en découpant la surface sigma avec des parties bleues et des parties vertes, qui se correspondent 2 à 2, vous allez avoir en fait une somme de 0 ici. Et donc globalement, ça fait 0. Ouais? Ça vous convainc? À peu près? Ouais? Enfin, il n'y a pas d'entourloupe, hein, c'est rigoureux ce que j'ai dit. Maintenant, il faut le voir un peu dans l'espace pour s'en convaincre clairement, mais voilà. Alors là où je vais, par contre, c'est un tout petit peu d'être rigoureux, c'est quand maintenant je vais généraliser ça, et ce que je vais vous dire là, c'est que ceci est vrai quel que soit le champ B créé par n'importe quelle distribution de courant. Et pour justifier ça, disons pour l'accepter et donc l'admettre, il faut réaliser qu'en fait, la structure du champ qu'on a obtenu, c'est la même que la structure du champ créé par un petit dl. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a additionné les champs créés par tous les petits dl le long du fil. Mais chaque petit dl produisait dl vectoriel, enfin chaque petit dl produisait un élément de champ suivant Uθ. D'accord ? Donc ce qui est vrai pour le champ global, ce serait vrai aussi pour le champ créé par un petit élément de circuit. D'accord ?
Hein, le DL vectoriel PM, c'est lui qui donnait le Uθ. Là. Donc, qu'on prenne le champ créé par tout le fil ou juste par un petit élément, ça a la même structure suivant Uθ par rapport à cet élément de fil. D'accord? Donc, pour chaque petit élément, c'est vrai que la somme du flux sortant à travers la surface, la somme du flux du champ créé par ce petit élément sortant de la surface, c'est 0. Et par conséquent, maintenant, si le champ il est plus créé par un fil infini, mais par un circuit quelconque, chaque petit élément de circuit DL va créer un champ dont le flux est nul à travers n'importe quelle surface. Donc si maintenant je prends une surface ici, sigma, le flux du champ créé par ce petit élément à travers sigma est nul. Mais celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi. Donc le flux du champ créé par tous les petits éléments de circuit à travers la surface est nul. Et par conséquent, le flux du champ total créé, comme le champ total c'est juste la somme des champs créés par chaque petit élément, le flux de la somme des champs, c'est la somme des flux des champs, et donc c'est 0 plus 0 plus 0, somme de 0, c'est 0. Vous voyez l'idée? Voilà. Enfin, en tout cas, c'est pareil, là c'est semi-rigoureux, enfin non, c'est rigoureux ce que je dis, mais pour le faire proprement, il faudrait l'écrire, enfin bon, ça prendra un peu de temps. Donc admettez-le, mais j'espère que vous avez vu pourquoi c'était vrai. C'est clairement vrai dans le cas du champ créé par un fil infini, mais en fait c'est dû à une structure du champ qui est la même que celle qui est créée par un petit élément de circuit. Donc c'est vrai aussi pour un petit élément de circuit, quel qu'il soit, parce que c'est quelle que soit la surface, et donc ce sera vrai en fait pour n'importe quel circuit fermé avec un courant constant. Donc tout ça se résume en cette propriété remarquable qui est que la somme du flux donc de B scalaire ds, le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée, donc n'importe quel champ B créé par n'importe quelle distribution de courant à travers n'importe quelle surface fermée, le flux sortant vaut 0. Enfin, le flux rentrant aussi, du coup, le flux entrant, évidemment, vaut moins le flux sortant. Moins 0, ça fait 0, mais en tout cas, donc voilà la propriété absolument remarquable, qui est une conséquence de la loi de Biot-Savart, qu'on a démontré quasiment rigoureusement. En tout cas, je pense que vous avez compris qu'on pourrait le faire de façon parfaitement rigoureuse. Le flux de B à travers n'importe quelle surface vaut 0. C'est quand même une propriété vraiment remarquable. Quel que soit sigma, et quelle que soit la distribution de courant qui a créé le champ B. Donc c'est quand même une contrainte sur le champ B. Il ne peut pas y avoir n'importe quel champ B dans l'univers. Quoi que vous fassiez, pour un champ magnétostatique en l'occurrence, même dans le cas général d'ailleurs, mais pour l'instant je suis en statique, les champs B, quel que soit le champ B que vous avez dans l'univers, vous prenez une surface fermée et vous calculez B scalaire ds en chaque point de cette surface, vous faites la somme sur la surface, quelle que soit la surface, ça fera toujours 0. C'est vraiment remarquable. Alors on dit, en raison de cette propriété, que le champ B est à flux conservatif Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, pourquoi on dit que c'est à flux conservatif quand on a cette propriété? Ben, ça veut dire qu'en fait, le flux de B à travers un tube de champ se conserve. Alors, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle un tube de champ? C'est très simple. Donc, vous avez le champ B. Je suis en magnétostatique, donc il y a une certaine configuration, sinon je prends un instantané dans le temps, mais là je suis en statique. Ce que j'appelle tube de champ, ben, je prends des points sur une ligne fermée, une certaine courbe, et puis je prends les lignes de champ partant de chacun des points de cette courbe.
par exemple, comme ici. Voilà, supposons que le champ B, je le fais un peu régulier ici pour pas, parce que enfin, ça peut être n'importe quoi, un champ B quelconque. Donc un tube de champ, c'est simplement une partie de l'espace qui suit les lignes de champ. D'accord ? Donc il y a une entrée ici, une surface d'entrée, il y a une surface de sortie là. Et puis entre les deux, on suit les lignes de champ. C'est-à-dire que le champ est parallèle à la surface, sur toute la surface latérale ici. Ça, je vais appeler ça sigma 1, ou sigma entrée, si vous voulez. Enfin, sigma 1. Ça, sigma 2. Et puis ça, la partie latérale, là, je vais l'appeler sigma latéral, sigma L. Donc un tube de champ, c'est une région de l'espace dont la surface latérale suit les lignes de champ. Okay ? Alors, écrivons la propriété qu'on vient d'obtenir pour ce tube de champ. Alors, il y a une surface fermée sigma qui est, donc je prends pour sigma, l'union de sigma 1, sigma latéral et sigma 2. D'accord ? Si je prends les trois, la face d'entrée, la surface latérale et la face de sortie, j'ai une surface fermée. Par conséquent, si je fais la somme de B scalaire ds sur toute cette surface, j'obtiens 0. Parce que c'est vrai pour n'importe quelle surface et n'importe quel champ B. Mais cette somme-là, eh bien, c'est la somme sur sigma 1 de B scalaire ds plus la somme sur sigma latéral de B scalaire ds plus la somme. Alors, on va voir, juste une seconde, je vais mettre des signes après, pardon. ds1, dsl, ds2. Alors, oui, oui. Donc on va. D'accord. Donc c'est ds sortant, hein. C'est très important. Tac. Donc là, j'ai voilà, ds latéral en ce point-là. Ici, ds1 sortant en ce point-là. Et puis ici, ds2 sortant en ce point-là. La somme de tout ça est nulle. Que vaut cette partie-là? En rouge, là, la partie latérale. Zéro. Ça vaut 0 puisqu'on veut le champ B, en chaque point, le champ B est le long de la surface, mais ds est orthogonal à la surface par définition. Donc B scalaire dl, sur la surface latérale d'un tube de champ, c'est 0 partout. Donc la somme de 0, c'est 0. Donc ça fait 0. Par conséquent, en fait, on voit que le flux qui sort d'ici et le flux qui sort de là, la phase d'entrée et la phase de sortie, leur somme est nulle.
Autrement dit, somme double de B scalaire ds1 sortant égale sur sigma 1 à l'entrée égale somme double de B scalaire ds2 sortant à la sortie sur la face sigma 2. Égale moins ça, pardon. La somme est nulle. Et donc, l'un est égal à l'opposé de l'autre. Et donc maintenant, il suffit de réaliser que le flux sortant ici, il est dans le sens du champ. Le flux sortant ici, il est dans le sens opposé du champ. Et donc, si on met ici sigma de B scalaire ds1 entrant cette fois, ce qui rentre dans le tube de champ, bah, c'est l'opposé de ce qui sort, donc le sigma redevient sigma plus. Et donc je vois que le flux du champ B entrant par une face est égal au flux du champ B sortant par l'autre face, quand on se déplace le long d'un tube de champ. Et donc, ça c'est la propriété qui justifie ce qualificatif-là. On dit que le champ B est à flux conservatif, parce que le long d'un tube de champ, eh bien le flux du champ B ne varie pas. Le flux du champ B à travers une section d'un tube de champ est le même tout au long du tube de champ. Quelle que soit la section qu'on prenne du coup. Hein. Vous pouvez prendre une section droite ici, une section en biais, une section tarabiscotée, peu importe, vous coupez le tube par une surface quelconque, eh bien le flux du champ B à travers cette surface est le même tout au long du tube. Peut-être ça vous fait penser un peu à la conservation du débit en hydrodynamique, hein, où dès lors que vous avez un régime permanent, un fluide incompressible, un régime permanent ça suffit, si vous prenez à travers donc un écoulement dans une canalisation, vous coupez la canalisation de n'importe quelle façon, en tout cas ce qui traverse une certaine surface, c'est la même chose que ce qui traverse la surface plus loin, simplement parce que le débit se conserve. Bah là, le flux du champ B se conserve. Ok? Donc c'est une propriété complètement générale. Le flux B est conservé. Bon, bref. Donc le flux B à travers une surface fermée, égale à 0. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'un théorème de Green-Ostrogatsky qu'on avait vu, qui nous disait des choses le flux d'un champ de vecteur égale l'intégrale triple de div de... Yes. Alors, est-ce que vous vous souvenez tous de ça? Peut-être pas, oui. Le flux sortant d'une surface sigma d'un champ de vecteur quelconque est égal à la somme triple dans le volume délimité par sigma de la divergence de ce champ de vecteur des taux. Alors on l'avait vu, on l'avait commenté, on s'était servi de ça quand on avait écrit l'équation de continuité, la conservation de la masse, ou de la charge d'ailleurs, qu'on l'avait fait avec la masse. Hein? Alors je vais effacer. Je peux effacer là, c'est bon? Ouais. Vous vous rappelez, on avait écrit que la variation de la masse à l'intérieur d'un certain volume, par continuité, la masse ne peut varier que s'il y a de la masse qui rentre ou qui sort. Donc la variation d de la masse à l'intérieur sur dt, c'était égal au flux, à tout ce qui rentrait, c'est-à-dire la somme de J, le courant de masse, ρV, hein,
scalaire ds à travers la surface. Et ça, la masse à l'intérieur, c'est rien d'autre que la somme de ρ des taux sur tout le volume, qui en sert sigma. Et puis on l'avait fait dans les deux sens, je crois. On avait écrit localement la loi de conservation de la masse sur un petit cube, et on avait vu que div de J plus d ρ sur dt égale 0, vous vous souvenez de ça? On l'avait montré localement. Après, on avait montré globalement ceci. Et quand on relie les deux, on voit qu'effectivement, c'est une façon à rebours de montrer le théorème de Grigos-Rogatsky. C'est que ça, en fait, c'est la somme triple sur V de div de J des taux. Alors, pardon, il y a un signe moins. Ça, c'est la variation de la masse intérieure, donc ça, c'est le flux entrant. Si on veut le flux sortant, du coup, c'est moins le flux sortant. C'est plus le flux entrant, donc moins le flux sortant, c'est le choix. Donc, en fait, on avait ça. Et du coup, ceci nous avait donné somme triple à travers V de d ρ sur dt, hein, si je mets ça de l'autre côté, plus div de J fois des taux. Tout ça est égal à 0. Et ceci doit être vrai quel que soit le volume, quel que soit le petit la région d'espace considérée. Et la seule façon que cette somme-là soit nulle, quel que soit V, c'est que ce truc-là soit nul partout. Et ça nous avait donné la relation de continuité, ou à l'inverse, on avait obtenu ce théorème à partir de l'équation de continuité, au choix. Enfin, c'est équivalent en tout cas. Bon, et bien là, de la même façon, ce même théorème donc, qui nous dit que le flux sortant d'un champ de vecteurs est égal à l'intégrale triple de sa divergence, mais on peut l'appliquer pour le champ B et obtenir donc que, alors je vous rappelle le nom du théorème, Green-Ostrogradsky, enfin c'est deux personnes différentes, Ostrogradsky, voilà, c'est ça. Attention, hein, sortant, pareil. Si c'est entrant, c'est moins, enfin c'est l'opposé, qu'à cela ne tienne, donc voilà, prenez-le bien proprement avec le bon signe. Et par conséquent, on obtient que, quel que soit le volume V, puisque quelle que soit la surface sigma fermée, donc quel que soit le volume V inséré dans cette surface, la somme triple de div de B sur tout le volume est égale à 0. Et la seule façon d'avoir une fonction qui, si on l'intègre sur n'importe quel domaine, ça fait toujours 0, la seule façon, c'est que la fonction elle-même soit nulle. Par conséquent, nous avons démontré, on est parti de Biot et Savart, on a démontré, on a calculé le champ B créé par un fil infini, on a vu que sa structure faisait que, en fait, le flux de B sortant de n'importe quelle surface fermée était nul. On a généralisé, puisque la structure du champ B créé par un fil infini ou celle créée par un petit élément de fil, c'est la même, on a généralisé cette propriété à n'importe quelle distribution de courant, donc n'importe quel champ B créé dans l'univers. Et maintenant, en appliquant le théorème de Grigos-Rogatsky qu'on a déjà rencontré par ailleurs, qui est juste une propriété mathématique, on en déduit qu'en fait, la divergence du champ B, n'importe quel champ B créé par n'importe quelle distribution de courant, la divergence du champ B vérifiera toujours cette propriété qu'elle est nulle. Donc là, on dit que ça, c'est une équation locale, puisque c'est une relation entre les composantes du champ B et ses dérivés, plus exactement, en chaque point. Je vous rappelle que la divergence de B en coordonnées cartésiennes, c'est nabla scalaire B, c'est-à-dire d de bx sur dx plus d de by sur dy plus d de bz sur dz. Et donc ça, c'est égal à 0 pour n'importe quel champ possible dans l'univers. Donc ça, c'est une équation locale.
Ça, c'est vrai en chaque point R de l'espace. Et ça, c'est une équation globale, c'est la forme intégrale, en fait, de cette équation. Cette propriété, on l'a déduite de celle-là, mais on peut aussi dire que finalement, la loi fondamentale de la nature, c'est que diff de B égale 0, et à ce moment-là, on en déduit ça. Et on peut aller plus loin, on peut montrer que si ceci est vrai, alors on a la loi de Biot et-Savart. Donc en fait, tout ce qu'on sait sur le champ B peut être amené à cette enfin, non, pardon. Ça ne suffit pas. Pardon, excusez-moi. Il manque la deuxième partie qu'on va faire maintenant, c'est la circulation du champ B. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Donc en tout cas, ça implique ça, et ça implique ça, c'est équivalent, c'est purement mathématique. Donc ça, c'est pour le flux du champ B. Maintenant, on va calculer la circulation de B le long d'une courbe. Attends, je vais aller un peu vite. J'imagine que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une circulation. Non? Alors, on va le faire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Okay. Alors, allons-y. Circulation d'un champ B le long d'une courbe. Donc je vais laisser ça. Flux d'un champ vectoriel à travers une surface. C'était ça par définition. Voilà. Ça, c'était le flux de A à travers sigma. Voilà. Et maintenant, circulation, c'est pareil, c'est une définition générale. Circulation d'un champ vectoriel le long d'une courbe fermée. Alors, là, c'est le flux d'un champ à travers une surface fermée. On peut définir le flux d'un champ vectoriel à travers une surface pas fermée en sommant juste sur la surface. Simplement, la propriété pour le champ magnétique, c'est qu'à travers une surface fermée, le flux est nul. À travers une surface pas fermée, le flux peut valoir ce qu'il veut. Par contre, il va se conserver le long d'un tube de champ. De même, la circulation d'un champ vectoriel le long d'une courbe, ça peut être défini le long d'une courbe pas fermée, mais la propriété remarquable qu'on va obtenir, c'est celle qui concerne la circulation du champ B à travers une courbe fermée. Donc je prends une courbe. Alors ce qui est important, c'est qu'il faut l'orienter, cette courbe. Donc je choisis une direction, un sens de parcours. Je peux choisir l'autre, hein, c'est complètement... peu importe, mais... Donc je choisis une direction, donc je vais appeler C cette courbe. Et par définition, on appelle circulation du champ de vecteur A le long de la courbe. Alors oui, je vais peut-être l'appeler gamma, la courbe du coup, parce que déjà C pour circulation. Alors gamma est orienté, donc des fois on met une petite flèche comme ça pour rappeler que la courbe gamma est orientée. On peut la parcourir dans un sens ou dans l'autre, on en choisit un. Donc la définition, c'est que cette circulation, c'est la somme, le long de toute la courbe, gamma, orientée, de A scalaire dl, le long de la courbe. Je vais faire le dessin. En fait, il est là, le dessin. Donc, en chaque point de la courbe, le vecteur A, il a une certaine direction. N'importe quoi. Hein. Vous avez un champ de vecteurs. En chaque point, il y a une certaine direction. Et donc, en chaque point, vous pouvez calculer, vous vous déplacez de dl le long de la courbe, dans la direction de la courbe orientée. Donc je vais orienter comme ceci la courbe. Donc en chaque point, il n'y a pas d'ambiguïté. Le dl, c'est celui qui suit la courbe dans le sens de l'orientation. Eh bien, ce qu'on appelle circulation, c'est A scalaire dl. Donc vous projetez A sur la tangente, et puis vous suivez la courbe. Et puis vous partez d'un point et vous revenez au même point. Vous faites toute la courbe.
Donc ça, c'est juste la définition de ce qu'on appelle circulation. Alors, comme pour le flux, oui, ok, mais so what? En fait, l'intérêt, c'est que si on applique ça au champ B et au champ E aussi, on verra, il y a quelque chose de remarquable qui apparaît, quelque chose de complètement général. Et donc, c'est effectivement une grandeur qui est intéressante d'introduire. Par ailleurs, de même que pour le flux d'un champ de vecteurs sortant d'une surface fermée, on a le théorème de Green-Ostrogradsky qui nous dit que c'est égal à la somme de la divergence sur tout le volume. De même, un théorème mathématique, je ne crois pas qu'on l'ait vu encore, le théorème de Stokes, qu'on appelle Stokes-Ampère aussi, parce qu'on s'en sert pour obtenir le théorème d'Ampère, qu'on verra plus tard, ou tout à l'heure. Un théorème mathématique, donc, nous dit que la circulation d'un champ de vecteurs le long d'une courbe fermée est égale à quelque chose qu'on va voir dans un instant. Pas du rotationnel? Absolument. Enfin, c'est le flux. C'est le flux du rotationnel à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur la courbe. Voilà. Yes. Alors allons-y. Appliquons ça pour le champ B. La circulation du champ B le long d'une courbe gamma. Je vais l'appeler C. Voilà. Alors, comme on vient de le faire pour le flux, on va le faire dans le cas du champ créé par un fil infini, puis après on généralisera en disant qu'en fait c'est vrai pour n'importe quel champ créé par n'importe quelle distribution de courant. Alors je prends une courbe fermée, gamma, que j'oriente dans une certaine direction. Et puis je vais calculer la circulation du champ B scalaire dl. Alors, j'ai cette situation d'un fil rectiligne infini. Je vais donc utiliser des coordonnées cylindriques avec pour axe le fil lui-même. Et donc, si je me place en un certain point, ici M quelconque, que vaut le champ B? Le champ B au point M. Alors, on l'a vu, hein, c'est mu0 I sur 2pi R, avec le R cylindrique, hein, sur la distance à l'axe. Mu0 I sur 2pi R fois Uθ. D'accord? Ça, c'était B, on l'a calculé. Il n'y a rien à en redire. Et simplement, je veux faire le produit scalaire avec le déplacement le long de la tangente à la courbe ici. Alors, que vaut l'élément de longueur dl en coordonnées cylindriques? Donc, les coordonnées du point M en coordonnées cylindriques, c'est R θ z, hein, où R est donc la distance à l'axe, Z, je prends un point comme référence, c'est la hauteur le long de l'axe, je prends un 0 quelque part, peu importe, et puis θ, c'est l'angle par rapport à un angle de référence, enfin par rapport à une direction de référence, d'accord? Θ, c'est l'angle autour de l'axe. Hein. Et alors, donc dl, ça vaut quoi? Enfin, on rappelle de mécanique, enfin de cinématique. Pour passer de M en R θ z à M' en R plus dr, θ plus dθ, z plus dz, que vaut le dr ou dl? D'accord? Que vaut le dl? Passer de là à là. On se déplace de dr suivant UR. D'accord? Suivant Uθ, c'est R dθ. Très bien. Et puis suivant UZ, c'est dz. Donc voilà le déplacement élémentaire le long de la courbe, enfin entre deux points quelconques. Après, on va dire que c'est le long de la courbe dont on parle, mais en tout cas, on a ça. Du coup, si on fait B scalaire le déplacement, ben on a Uθ scalaire UR qui fait 0, Uθ scalaire Uθ qui fait 1, et Uθ scalaire UZ qui fait 0. Un trièdre
taux normé. Et donc, on a finalement B scalaire dl qui vaut mu0i sur 2pi r, mais fois r dθ, donc sur 2pi fois dθ. Voilà ce que vaut B scalaire dl, de manière complètement générale. Et donc, la circulation de B le long de la courbe, c'est en fait rien d'autre que la somme, le long de la courbe, de mu0i sur 2pi dθ. Mu0i sur 2pi, c'est une constante, donc en fait, c'est égal à mu0i sur 2pi, la somme, le long de la courbe, orientée, de dθ. Et que vaut la somme de dθ le long de la courbe? Je peux effacer ça? Ouais. En fait, de deux choses l'une. Soit la courbe enserre le fil, comme là, soit, enfin entoure le fil, soit elle n'entoure pas. Si elle n'entoure pas, par exemple là, donc je pars, j'ai mon point de référence, je pars d'un point sur la courbe, et puis je suis la courbe, je veux faire la somme des dθ le long de la courbe. Donc imaginez que le fil c'est moi, d'accord? Puis il y a une courbe quelque part, et puis je suis là, donc je pointe vers un point de la courbe, et puis je repère tous les dθ. Dθ par là, par là, par là, par là, la courbe peut faire n'importe quoi, tac, 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 et puis je reviens au point de départ. La somme des dθ, ça va faire combien? Là, j'ai un petit dθ positif, un petit positif, pof, 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 et là, négatif, et je reviens au point de départ. Ça va faire 0. Puisque je reviens au point de départ, à chaque fois que je suis allé à gauche, je suis allé à droite après, puisque je reviens au point de départ. Enfin, c'est assez évident. Donc, si la courbe ne fait pas de tour autour du fil, la somme des dθ, quelle que soit la forme de... Ça peut être super compliqué, chaque petit dθ peut être... Enfin bon, je suis la courbe, ça peut monter, descendre, peu importe, je compte que dθ. Et ce qui est sûr, c'est qu'au bout du compte, quand je serai retourné au point de départ, ça va faire 0 si la courbe n'entoure pas le fil. Et maintenant, si la courbe entoure le fil, bah, je pars d'un point, je peux faire des tas de choses en tous les sens, et si je reviens au même point, j'ai fait le tour autour du fil. Et donc, alors ça dépend dans quel sens ça tourne. Donc soit la courbe tourne comme ça. Enfin, pardon, ça dépend de l'orientation de la courbe. La courbe, elle est ce qu'elle est, mais je choisis une orientation. Donc, si j'oriente dans le même sens que dθ, bah, ça va faire, une fois que je serai revenu à 0, ça aurait fait 2pi. Si je l'oriente dans l'autre sens, bah, le dθ le long de la courbe, ce sera négatif, et donc ça sera moins 2pi. En fait, on peut aussi imaginer en fait, une courbe qui fasse 2 fois le tour. À ce moment-là, ça va faire 4pi, ou moins 4pi. En tout cas, ça va être le nombre de fois que je fais un tour autour du fil, compté algébriquement, c'est-à-dire si je fais un tour dans le mauvais sens, eh ben, ce sera moins 2 fois. Moins 2pi, autant de fois que je le fais. OK? Donc finalement, ce qu'on vient de démontrer, en tout cas pour ce champ B là, c'est que la circulation de B, voilà, je vais l'écrire directement, la somme de B scalaire dl le long de gamma orienté, c'est égal. Alors la somme, donc, je vais l'écrire.
je vais écrire que c'est égal à mu0 i traversant sigma qui s'appuie sur gamma. Alors j'écris ça, maintenant on va le commenter. Quand vous avez une courbe orientée, vous pouvez appuyer sur cette courbe une surface. Par exemple, voilà une surface qui s'appuie sur la courbe. En voilà une autre. Je vais faire à peu près la même courbe. Voilà une autre surface qui s'appuie sur la courbe. Je ne sais pas si vous le voyez là. Je fais un truc comme ça. Simplement, elle vient s'appuyer sur la courbe. Imaginez une bulle de savon que vous soufflez à travers un cerceau. Tant que la bulle ne se détache pas, vous avez une surface qui s'appuie sur le cerceau. Donc, alors c'est très important de réaliser que ok, donc j'ai une courbe gamma orientée. J'appelle surface s'appuyant sur la courbe, toute surface comme ceci, qui effectivement qui est fermée sur la courbe. Donc un bord, enfin donc c'est une surface qui est connexe, d'accord, qui est continue, il n'y a pas des trous dedans, c'est une surface simplement connexe, on dit. Et elle a pour limite la courbe en question. Donc il y en a une infinité, hein. Il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle qui passe par en dessous, il y a celle qui passe par là, qui fait des circonvolutions. Dès lors qu'elle est fermée et qu'elle vient s'appuyer, enfin qu'elle est simplement connexe et qu'elle vient s'appuyer sur la courbe, c'est une surface qui convient. Eh bien, la circulation de B le long de la courbe, c'est égal à mu0 fois tout le courant qui traverse la surface. En l'occurrence, ici, si on prend un cas simple avec une courbe quasi plane ici, donc tout le courant, ça va être tout le courant qui va traverser la surface. Et vous voyez qu'effectivement, si je prends une autre surface comme ceci, ou par en dessous, le courant qui traverse cette surface, c'est le même. Parce que vous partez de l'infini, vous retournez à l'infini, c'est le même. D'accord ? Donc, ça, en fait, ça a l'air pas très bien défini, puisque ça dépend de la surface. Mais en fait, le courant qui traverse une surface, dès lors que la surface s'appuie sur la courbe, le courant qui traverse cette surface, quelle que soit la surface, est le même. Dès lors qu'on s'appuie sur la courbe. Alors, il y a une autre chose en plus à bien prendre en compte, c'est que cette surface doit être orientée en conformité avec l'orientation de la courbe. Sigma orienté en conformité avec l'orientation de la courbe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en conformité? Ça veut dire, suivant la règle du tire-bouchon, enfin, la règle standard, hein, donc si la courbe, ici, donc, la courbe est orientée comme ceci, alors la surface doit être orientée vers le haut. Donc si c'est cette surface-là, la blanche, ben voilà, les petits ds en chaque point, ça va être comme ça. Si la surface, c'est la bleue, comme ça, ben en chaque point, voilà, c'est... Pareil, d'ailleurs, si la surface qui s'appuie là-dessus, c'est une rouge qui passe par en dessous, là, c'est pareil, hein, c'est... En conformité, ça veut dire que ça va être, là, pour le coup, plutôt rentrant. L'orientation de la surface doit être en conformité avec l'orientation de la courbe. Vous le voyez, ça? Ouais. Alors, c'est important parce que si vous orientez... Enfin, ça, là, en fait, ce I, ce n'est rien d'autre que somme de J scalaire ds à travers la surface. Mais donc, tout dépend de l'orientation ici. Si vous prenez l'autre orientation, ça va faire un signe moins, donc ce sera juste l'opposé. Vous ne trompez que d'un signe, mais
c'est juste faux. Hein, donc il faut bien orienter la surface en conformité avec l'orientation de la courbe. Et bien évidemment, si vous orientez la courbe dans l'autre sens, bah, le dl va être transformé en moins dl, vous allez obtenir l'opposé de ça, et du coup, la surface sera aussi, si vous l'orientez toujours en conformité avec gamma, avec la courbe, ça aussi ce sera l'opposé, et donc la propriété sera toujours vraie. Donc il faut choisir, vous pouvez choisir l'orientation que vous voulez, mais il faut que la surface et la courbe soient orientées en conformité l'une avec l'autre. Vous changez l'orientation de gamma, ça va vous obtenir l'opposé, mais alors il faut aussi changer l'orientation de sigma, ça va vous donner l'opposé, ce sera toujours vrai. Donc voilà le théorème. Alors oui, juste donc comment on passe de là à là? Bah, effectivement, si vous avez tourné un tour dans le bon sens, la somme des θ, ça fait 2π. 2π sur 2π, il reste mu0i. Si vous faites 2 fois le tour, en fait, alors si vous faites 2 fois le tour, en fait, imaginez que vous ayez une courbe qui fasse comme ça, d'accord? Alors vous voyez qu'effectivement, I traverse une fois, puis 2. Enfin, ça arrivera rarement. Hein. Tout ça pour dire que ceci est complètement général, mais vous n'aurez jamais des coups tordus comme ça. Enfin, quoique, à travers des... Ouais, si, quand on fait des solénoïdes, c'est un truc comme ça, en fait. Bon, enfin, tout se passe comme si vous aviez deux courbes qui font une fois le tour. Et donc, pour chaque courbe qui fait une fois le tour, vous avez 2π, donc vous avez mu0i une fois, puis ça fait un deuxième tour, 2 fois, puis ça fait 12 tours, 12 fois. Et ça fait des tours dans l'autre sens, moins 12 fois. OK? Donc ça, c'est une propriété générale qui s'appelle le théorème d'Ampère, en fait. Alors, je les montre, on l'a fait ensemble là, dans le cas du champ créé par un fil infini, mais comme tout à l'heure, en fait, ça se généralise au champ créé par n'importe quelle distribution de courant. Ceci, en fait, est une propriété complètement générale, une propriété fondamentale du champ magnétique. D'une part, son flux à travers n'importe quelle surface fermée est nul, ce qui implique, ou ce qui est équivalent à divergence de B égale 0 partout, en fait. Et d'autre part, la circulation du champ B à travers, le long d'une courbe quelconque est égale à mu0 fois le courant qui traverse cette surface dès lors que vous l'orientez en conformité avec la courbe en question. Et ça, on va voir, donc on va appliquer maintenant le théorème, alors pardon, ça s'appelle le théorème d'Ampère. Donc admettez sa généralisation à n'importe quelle distribution de courant, on l'a montré pour le cas d'un fil infini, mais pour des raisons analogues à ce qu'on a vu avant, ça se généralise en fait. Donc théorème d'Ampère. Et maintenant, la propriété mathématique générale qui nous dit que la circulation d'un vecteur A, d'un champ de vecteur A, c'est dommage, je l'ai appelé A depuis le début sans penser que c'était aussi le potentiel vecteur A, mais bon, là c'est un champ quelconque, je vais l'appeler V. Je sais pas, G. Un champ vectoriel. Scalaire dl, le long d'une courbe orientée. Donc le théorème de Stokes, dit aussi Stokes-Ampère, parce qu'il joue un rôle, enfin, il va être équivalent à ça. Donc, la circulation d'un champ vectoriel le long d'une courbe est égale au flux du rotationnel de G à travers sigma orienté en conformité. Donc n'importe quel sigma qui s'appuie sur la courbe, mais orienté en conformité avec l'orientation de la courbe. Vous changez l'orientation de l'un, il faut changer l'orientation de l'autre. Donc ce ds-là est en conformité avec le dl ici, avec la règle du tire-bouchon. Donc ça, c'est le théorème de Stokes-Ampère. Propriété mathématique générale, du même type que celle qu'on a rappelée pour Green-Ostrogradsky. Vous voyez qu'à chaque fois,
on passe d'une certaine dimension, ici dimension 1 à une dimension 2, une ligne à une surface. Et pour que ce soit homogène, effectivement, il faut diviser par une longueur aussi. Et donc, en fait, vous avez la dérivée du champ. Donc ça, c'est exactement comme on avait la somme sur une surface fermée de G scalaire ds qui est égale à la somme triple sur le volume enserré par sigma de div de G des taux. Vous passez d'une intégrale double à une intégrale triple en prenant la dérivée ici, c'est homogène, et là vous passez d'une intégrale simple à une intégrale double en prenant la dérivée ici. Bon, en tout cas, voici. Alors si on l'applique à ceci, je vais réécrire ici, voilà, donc je vais faire d'un coup. Donc le membre de gauche est égal à la somme double à travers sigma de donc le flux du rotationnel de B, en fait, donc rot de B scalaire ds. Et de l'autre côté, j'ai mu0. Alors I, le courant à travers une surface, en fait, c'est la somme de J scalaire ds, on a vu déjà plusieurs fois, à travers la même surface sigma, orientée aussi en conformité, donc dans le même sens. C'est quoi le problème de signe là? Ah ben non, c'est bon, non, c'est bon. Pardon, je pose des faux problèmes. Ok, donc, par conséquent, on a somme de rho de B moins mu0j scalaire ds qui est égal à 0, et ceci, quel que soit sigma. Donc vous avez la somme d'une certaine grandeur qui est nulle, quel que soit le domaine sur lequel on intègre, et par conséquent, la grandeur en question est nulle. Donc on a ça qui vaut 0. Vectoriel, cette fois. Et par conséquent, rho de B égale mu0j. Voici la deuxième équation de Maxwell que nous rencontrons aujourd'hui. La première, c'était div de B égale 0. Donc, on est parti de Biot et Savart. On a calculé le champ créé par un fil. On en a déduit de manière complètement générale, en généralisant le champ créé par un fil à tous les champs, et on a vu comment. De manière complètement générale, on a vu que le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée était nul. Pardon. Et ensuite, on a vu que la circulation de B le long de n'importe quelle ligne, n'importe quelle courbe fermée orientée, était égale à mu0 fois le I qui traverse n'importe quelle surface qui s'appuie sur la courbe en question. Donc, pardon, j'ai écrit à l'envers là. Et de ces formulations intégrales, flux à travers une surface fermée et circulation le long d'une courbe fermée, on en a déduit, en vertu des propriétés, enfin simplement des égalités mathématiques générales concernant les champs de vecteurs, on en a déduit deux équations locales concernant le champ B. Sa divergence est toujours nulle et son rotationnel est égal à mu0 fois le vecteur densité de courant, J, qu'on a déjà introduit. Donc ça, ce sont les formulations intégrales. Donc ça, c'est B est un flux conservatif. Le flux le long d'un tube de courant se conserve. On a une espèce de débit du champ B. Enfin, ça, voilà. Faut mettre beaucoup de guillemets à ce que je viens de dire, mais enfin, ça peut vous permettre de vous représenter la chose. Donc B est un flux conservatif. Ça, c'est le théorème d'Ampère. La circulation du champ B est égale à mu0 fois le courant qui traverse.
ce sont les expressions globales, et les expressions locales sont ces deux équations qui sont deux des quatre équations de Maxwell, les deux autres concernant le champ E, et on va les voir maintenant. Si on a le temps, on a pas beaucoup de temps. Mais, Ouais. enfin, on ne va pas dire Maxwell ampère, parce que Maxwell, il faudrait généraliser avec le... Bon, pour l'instant, je suis en statique. Hein. Effectivement, je répète, hein, quand on va introduire des champs qui peuvent dépendre du temps, il y aura un terme qui va s'ajouter ici, qui va être un terme de dérivée par rapport au temps. Hein. Donc, tant qu'on est en statique, toutes les dérivées par rapport au temps sont nulles, et donc on a ça. Enfin, moi, ça ne me gêne pas d'appeler ça l'équation de Maxwell statique, mais je suis d'accord avec vous. Bien sûr, il y aura un terme là en plus quand on n'est pas statique. Ok, vous voyez le paysage? Alors, on va faire le champ E maintenant. Il se trouve qu'on a également des propriétés générales sur la circulation du champ E et sur le flux du champ E. Alors la première, on va commencer par la circulation du champ E. Ça, c'est complètement trivial. Que vaut la circulation du champ E le long d'une courbe gamma orientée quelconque, le long d'une courbe fermée? Eh bien, on a vu que pour le champ électrostatique, à nouveau, on est en statique. Si on n'est pas statique, c'est différent. Mais en statique, E dérive d'un potentiel. On a vu que E, c'était moins gradient de V. On l'a obtenu directement à partir de la forme du champ créé par une charge, le champ de Coulomb. E dérive d'un potentiel, et par conséquent, la circulation du champ E, ben, ça fait moins grade V scalaire dm, et ça, par définition du gradient, c'est, tout le monde en cœur, dv. Donc ceci est la somme de dv le long de la courbe. Et donc c'est v du point d'arrivée moins v du point de départ. Mais puisqu'on revient au point de départ, parce qu'on a une courbe fermée, ceci est égal à 0. C'est difficile d'être plus simple. La circulation du champ E le long de n'importe quelle courbe fermée est nulle. Yes? Ça, c'est la démonstration. Et par conséquent, si on applique à nouveau le théorème de Stokes-Ampère, ceci nous dit que l'intégrale du rotationnel de E, donc je prends le rotationnel et j'augmente d'un la dimensionnalité d'intégrale ici, donc rho de scalaire ds, pour n'importe quelle surface sigma qui s'appuie sur la courbe gamma, égale 0. Ceci doit être vrai quelle que soit la surface, puisque cette expression est vraie quelle que soit la courbe. Par conséquent, rotationnel de E est nul. En statique. Pas mal, non? Donc, le champ E peut être plein de choses très diverses. N'importe quelle distribution de charge va créer un champ spécifique. Mais tous les champs que vous pouvez créer dans l'univers, statique, vérifient cette équation. Alors, il nous reste la quatrième équation de Maxwell.
celle qui est reliée maintenant au flux du champ E à travers une surface fermée. On a vu le flux de B à travers une surface fermée, la circulation de B le long d'une ligne fermée, la circulation de E le long d'une ligne fermée. Il nous reste le flux de E à travers une surface fermée. Alors, on va la prendre sortante à nouveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Je le démontre, si ce serait bien que je le démontre quand même. 35, ouais. Alors, on va démontrer le théorème de Gauss. Vous avez des questions ou c'est juste un moment de détente? Non? D'accord. C'est bon ça? Ouais? Et on les a perdus là. C'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Bon, allez, le flux de E à travers ds. Alors, je vais calculer le flux. Je vais commencer par calculer le flux sortant d'une charge. Et puis on en déduira le champ, le flux sortant de n'importe quel champ, puisque n'importe quel champ est produit par, enfin, peut être vu comme la somme de tous les champs produits par chacune des charges individuelles. Donc, je vais commencer par calculer le flux sortant du champ E créé par une charge, tout simplement parce que le champ E créé par une charge, il est bien connu. Il vaut donc Q sur 4 pi epsilon 0, R2, UR, si je place la charge au centre d'un repère sphérique. Donc je mets une charge Q. Et en un point M, le champ vaut ça. Où R est la distance entre le point O où se trouve la charge et M. Alors allons-y. Le flux sortant, donc je prends une surface fermée, sigma, et je calcule la somme de E scalaire ds à travers cette surface. C'est donc la somme de Q sur 4 pi epsilon 0, ça c'est une constante, je pourrais le sortir de l'intégrale, je vais le faire après, fois UR scalaire ds sur R2. Et ça, si vous vous souvenez ce qu'on a vu en mécanique, enfin en cinématique, ça c'est quoi? Donc, vous voyez l'idée, sur la surface, j'ai un petit ds ici. R, c'est la distance au point considéré. J'ai UR qui est comme ça. Et j'ai ici la quantité UR scalaire ds sur R au carré. Eh bien ça, comme je ne m'attends pas à ce que vous me le disiez spontanément et qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça, c'est l'angle solide dω, sous lequel, du point O, on voit la surface ds. Rappel sur les angles solides, peut-être? Ou bien c'est clair? Rappel. Alors, rappel sur les angles à 2D. Vous avez alors, on va prendre un petit élément dl ici. Quel est l'angle délimité par ce petit élément dl? Vu d'ici, cet angle-là. Cet angle-là, par définition de l'angle, vous prenez un cercle, là. Si l'élément il était orthogonal, il était le long d'un cercle, c'est-à-dire orthogonal au rayon, petit élément. La définition de l'angle ici dθ, là, c'est cette longueur-là. Je vais l'appeler dl orthogonal, divisé par r.
L'angle, c'est la corde divisée par le rayon le long d'un cercle. Ouais. Mhm. L'angle en radian, bien sûr. Θ, ici, par définition, c'est cette longueur-là divisée par R. Ça exploite le fait que si vous prenez un cercle plus grand, vous aurez une longueur plus grande, mais un rayon plus grand, et le rapport des deux sera toujours le même. Prenez un cercle 2 fois plus grand, vous avez une corde 2 fois plus grande. Ouais. La définition de l'angle, c'est la corde divisée par le rayon. D'accord? Ça a 2500 ans au minimum. Ok? C'est la définition de l'angle. C'est pour ça que l'angle maximum, c'est 2π, parce que 2πr divisé par r, ça fait 2π. Ok? Ça, c'est l'angle à 2 dimensions, l'angle plan. Alors, ce DL orthogonal, évidemment, si vous cherchez l'angle sous lequel on voit un petit bout de longueur ici qui n'est pas perpendiculaire, qui n'est pas le long du cercle, évidemment, il faut ramener cette longueur à une longueur ici orthogonale. Et donc, si vous avez un angle θ ici entre les deux, bah, cette longueur-là, c'est ça fois cos θ. Donc, en fait, ce DL orthogonal, c'est le produit scalaire entre ça et ça. Enfin, c'est le même angle, c'est cet angle-là. Ce qui compte, c'est la surface orthogonale, enfin c'est la longueur orthogonale au rayon. Ça, ou ça, ou ça, vous le voyez sous le même angle, ici. Et quel angle? Eh bien, cette longueur-là divisée par le rayon. Ok? Définition. Yes. Alors, passons maintenant dans l'espace. Ben, c'est exactement pareil. Là. Vous avez un petit élément de surface ici. Question, sous quel angle le voyez-vous? Sous quel angle solide le voyez-vous depuis le point, ce point-là? Eh bien, c'est exactement pareil. Ça va être la surface. Alors, c'est plus la longueur divisée par le rayon. C'est un angle solide à 2 dimensions, enfin à 3 dimensions dans l'espace. Donc, sur une surface, c'est plus une longueur à une dimension. C'est une surface à 2 dimensions. Vous prenez la surface orthogonale au rayon et vous divisez par R2. Pourquoi? Parce que si vous aviez le même angle solide, la même ouverture à un rayon plus grand, si vous passez à R', le S' ici, il va être plus grand, mais le rayon va être plus grand. Mais la surface est proportionnelle à R carré. Si vous allez 2 fois plus loin, vous allez augmenter cette dimension-là par 2, celle-là par 2, la surface va être multipliée par 4. La surface d'une sphère interceptée par un certain angle solide est proportionnelle à R au carré. Donc si vous divisez cette surface par R au carré, de même qu'ici, si on divise la longueur par R, on va obtenir un nombre qui caractérise uniquement l'ouverture. De même dans l'espace, si vous prenez la surface que vous interceptez dans une sphère et que vous divisez par R2, vous obtenez quelque chose qui est indépendant de la sphère en question. Yes? Indépendant du rayon de la sphère. Donc, on définit l'angle solide, dω ici, comme étant ds orthogonal sur R carré, tout simplement. C'est exactement la généralisation de l'angle à 2 dimensions. L'angle dans un plan, ça c'est l'angle dans l'espace. Et du coup, l'angle total, si vous prenez tout l'espace, bah, c'est la surface de la sphère divisée par R2, c'est-à-dire 4π R2 divisé par R2, et donc on obtient 4π. Angle solide total. C'est 4π. De même qu'ici, l'angle plan total, c'est 2π.
Alors ça, vous savez que ça se mesure en stéradians. Hein, ça se mesure en radians. C'est radians. Et ça, c'est des stéradians. De la racine comme en stéréo. Hein, c'est à 3D, enfin stéréo, ça veut dire solide. Solide au sens étendu dans l'espace. C'est un angle volumique, quoi. Yes? Bon, mais alors, exactement comme dans le cas plan, là, ce qu'il faut prendre, c'est la longueur orthogonale au rayon, le long du cercle. Et si votre surface est orientée, il faut multiplier par le cos θ, il faut prendre le cosinus. Là, c'est pareil. Hein. La surface que vous orientez, si vous vous mettez en biais, est-ce qu'il faut prendre, enfin, l'angle sera le même que si la surface elle était orthogonale, mais du coup la surface elle serait plus petite. Donc ce qui compte, c'est la projection de la surface que vous interceptez sur la sphère, donc orthogonale au rayon. Et donc, c'est exactement UR scalaire ds. Ça, c'est ds orthogonal, ça. Une fois que vous l'avez projeté sur le rayon, vous avez... parce que ds est orthogonal à la surface, si vous projetez ce vecteur orthogonal sur le rayon, ça revient à projeter la surface sur la tangente sur la sphère. Donc ça, c'est ds orthogonal divisé par R2, et donc en fait, tout ça, c'est d oméga. OK? Et donc, le flux de E à travers la sigma, c'est égal, je peux sortir ces constantes, j'ai Q sur 4pi epsilon 0, la somme de d oméga à travers la surface. Et là, comme pour le théorème d'Ampère, de deux choses l'une, soit la surface elle est à l'extérieur de la charge, soit elle englobe la charge. Si la surface est à l'extérieur, vous allez sommer l'angle solide. Donc pour chaque, vous allez avoir l'angle solide de chaque petit élément de surface le long de gamma. Donc il y a celle-là qui sort, mais son angle, si vous prenez le rayon qui vient, enfin l'angle solide qui vient là-dessus, si ça sort là, c'est rentré là. Et c'est rentré là avec le même angle solide. D'accord ? Je prends le même faisceau en partant de la charge. Donc un coup il rentre là, et puis il sort là. C'est le même angle solide, sauf que là, scalaire ds sortant, c'est positif, et là, scalaire ds sortant, c'est négatif, puisque le sortant, il est dans l'autre sens. Donc quand on rentre, c'est négatif, et quand on sort, c'est positif, mais avec le même angle solide. Donc 2 à 2, exactement comme ce qu'on a vu pour le théorème d'Ampère, 2 à 2, si vous faites la somme de d oméga sur toute la surface, à chaque fois que vous avez un truc qui sort, vous avez le même qui rentre. Donc, vous allez avoir une somme de 0 qui fait 0 au total. 0 si Q, si la charge est extérieure à sigma. Et si Q est à l'intérieur de sigma, cette fois, vous allez avoir la somme des angles solides. Ce bout-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, vous allez dessiner tout l'espace, ça va faire 4pi. D'accord ? Donc ça fait Q sur 4pi epsilon 0 fois 4pi, l'angle total, si Q est à l'intérieur. De sigma. Moralité, et on s'arrête. Je pense que c'est l'heure. Moralité, la somme double de E scalaire ds, c'est-à-dire le flux sortant, je prends sortant ici, le flux sortant de E à travers n'importe quelle surface sigma est égal à, donc ça faisait Q sur epsilon 0, vous voyez, 4pi en bas, 4pi en haut. Donc ça fait Q intérieur
sur epsilon 0. Toutes les charges qui sont dans la surface produisent, chacune d'elles produit Q sur epsilon 0. Et donc, si maintenant vous n'avez pas qu'une charge, mais une distribution de charge, bah, chacune qui est à l'intérieur va produire son propre Q divisé par epsilon 0. Donc ça va être la somme de toutes les charges à l'intérieur divisé par epsilon 0. Et puis toutes les charges à l'extérieur, elles comptent complètement pour du beurre, puisque la somme de l'angle de solide ici fait 0. Donc les charges à l'extérieur ne contribuent pas du tout au flux sortant de la surface. Donc voici, et ça s'appelle le théorème de Gauss. Et maintenant, il suffit de réaliser que Q intérieur, ce n'est rien d'autre, si vous avez une distribution volumique de charge, ce n'est rien d'autre que la somme de ρ d'étau sur tout le volume. Du coup, ben on peut appliquer à nouveau le théorème de Green-Ostrogatsky pour voir que cette somme double, ici, le flux sortant, c'est la somme sur tout le volume de la divergence de E. Eh bien, c'est égal à la somme sur tout le volume de ρ sur epsilon 0 d'étau. La charge intérieure divisée par epsilon 0. Ceci doit être vrai quel que soit le volume V. Donc, si vous voulez, je vais l'écrire là. Somme sur n'importe quel volume V de div de E moins ρ sur epsilon 0 d'étau égale 0, et par conséquent, ça doit être nul, et donc div de E égale ρ sur epsilon 0. Et voilà la quatrième équation de Maxwell en régime stationnaire. Div de E égale ρ sur epsilon 0. Donc on a vu les 4 formulations intégrales. Le flux de B à travers une surface fermée est toujours nul, et donc sa divergence est nulle. Le flux de E à travers une surface fermée, c'est égal à la charge intérieure sur epsilon 0, et donc la divergence de E, c'est ρ sur epsilon 0. Et en ce qui concerne les circulations, la circulation de E à travers le long de n'importe quelle courbe fermée, c'est 0, et donc le rotationnel de E est nul. Quant à B, la circulation de B le long de n'importe quelle courbe fermée est égale à μ0 fois le courant qui traverse une surface qui s'appuie sur la courbe, et donc le rotationnel de B est égal à μ0 J. Bon, je ne les réécris pas, mais on les réécrira proprement en démarrant demain. Et vous avez donc là l'ensemble des équations qui gouvernent le champ E et B. Voilà. À demain.